il n'empêche qu'ils avaient une pensée profonde qu'on peut aimer ou détester, mais Napoléon, il a une pensée, c'est un héritier des Lumières, il a une pensée sur l'histoire de France, il a une pensée sur la nature de ce pays, sur ce qu'il faut faire pour réconcilier les gens, pour reconstruire quand même une société qui n'existait plus. Voilà. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Merci d'être venu nous rendre visite à Boulevard Voltaire. Vous avez 66 ans, vous êtes haut fonctionnaire, économiste, vous êtes passé par Sciences Po Paris et Dauphine, j'ai appris ça en regardant votre biographie. On vous connaît surtout en réalité, et la Sorbonne, pour votre parcours politique, dans le fil d'un gaullisme qui vous a mené du RPR à l'UMP, de l'UMP jusqu'à LR. Aujourd'hui, vous avez vigoureusement participé à la campagne du non à Maastricht à l'époque, avec Charles Pasqua, Philippe Séguin et Philippe de Villiers, entre autres. La campagne sur la fracture sociale de Jacques Chirac en 1995, c'est en partie vous. Vous avez été commissaire général au plan et député des Yvelines et surtout conseiller spécial du président de la République, Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012. 5 ans qui ont dû être bien remplis. Et vous sortez ces jours-ci un livre au titre magnifique, référence biblique. À la 7e fois, les murailles tombèrent. Le voilà, ce livre aux éditions du Rocher. C'est une vaste fresque sur la déconstruction de la France. Pour ne pas parler de cette dissolution, je ne sais pas si vous accepteriez le terme. En tout cas, vous dites dès la couverture, Henri Guénaud, que notre société est au bord de l'effondrement et nous continuons d'agir comme s'il ne pouvait pas se produire. Est-ce que les attentats, première question, est-ce que les attentats d'Arras et de Bruxelles, après d'autres attentats sanglants, manifestent cet effondrement, d'après vous ? Oui, alors ça, s'agissant du terrorisme islamique, ça n'a pas commencé à Arras et à Bruxelles. Nous avons compris que ça pouvait nous arriver, mais avant nous pensions que ça n'arriverait plus, ça n'arriverait pas. L'attentat du soir du Bataclan, 530 morts mitraillés dans une salle de spectacle, à la terrasse des cafés en plein Paris, ça ne pouvait pas nous arriver. Mais l'attentat du 11 septembre aux États-Unis ne pouvait pas arriver non plus. Bon, et malgré ça, nous avons toujours l'impression dominante, c'est que au fond, rien de très grave ne peut nous arriver. Voilà. Évidemment, ça devient angoissant. Aujourd'hui, les attentats terroristes islamistes, pas tant à cause du nombre qu'à cause du fait que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Espèce d'équiprobabilité de tomber sur un terroriste et d'être la victime explique que je sais plus, 80% des Français éprouvent une angoisse par rapport aux attentats. Mais pourtant, nous continuons à faire comme si finalement pas grand-chose d'important pouvait nous arriver. Et vous écrivez « Nous sommes des somnambules ». Oui, mais nous sommes somnambules sur tout donne. Alors, j'ai pas inventé cette formule. Elle a été employée par un historien australien pour la guerre de 14. Elle a été employée par Edgar Morin pour les années 30, qui en a posé un jour la question de savoir s'il y avait un rapport entre notre époque et puis cette époque qu'il a vécue. Il est désormais plus que centenaire. Et il explique très bien que traverser cette époque, les années 30, sans se rendre compte, au fond, de ce qui était réellement en train de se jouer. Jusqu'au moment où la guerre éclate, l'occupation est là, on va finir par rentrer dans la résistance. Mais moi, je trouve qu'il y a un autre événement éclatant aujourd'hui qui illustre très bien tout cela, c'est ce qui s'est passé en Israël il y a quelques jours. Ce qui s'est passé ne pouvait pas arriver. C'est-à-dire, pour la société israélienne, ça ne pouvait pas arriver. Et d'ailleurs,
pas seulement pour la société israélienne. C'est-à-dire un massacre en Israël perpétré par les... Oui, vous savez, c'est un peu l'équivalent de notre ligne Maginot. D'abord, il y avait une clôture qui était infranchissable, il y avait des moyens de surveillance électronique, dernier cri, le dôme de fer, c'est-à-dire la défense antiaérienne, pratiquement infranchissable, bien qu'on sache qu'il y a toujours quelques pourcents de roquettes ou de missiles qui peuvent passer. Mais la société israélienne, qui ressemble beaucoup à la nôtre, elle avait oublié. Les jeunes gens qui participaient à une rave party à 3 km de Gaza, un jour de fête, ils ne pensaient pas un instant que ça puisse leur arriver. Voilà. Et puis un matin, au petit matin, les assassins sont arrivés. Enfin, quand je dis assassins, c'est les bourreaux, quoi. Mais ils ne sont pas arrivés à 2 ou 3, ils sont arrivés par centaines, par milliers. Voilà. Donc ça ne pouvait pas arriver, mais nous vivons sur cette idée que les choses ne peuvent plus nous arriver. Vous pensez que ça peut arriver en France? Je pense que tout peut arriver en France. Tout ce qui est arrivé aux générations précédentes peut nous arriver, parce que, au fond, tout cela tient à quelque chose qui ne change pas. C'est la nature humaine. La nature humaine est capable de toutes les violences, elle est capable de toutes les atrocités. Même les gens les plus civilisés, les plus raisonnables, peuvent un jour devenir des bêtes sauvages, parce que cette sauvagerie, elle est en l'homme. Voilà. Et on n'a pas réussi à changer l'homme depuis que l'homme existe. Même le christianisme n'est pas arrivé à le changer. Bon, donc il y a toujours un moment où, a fortiori les régimes totalitaires, qui ont commis beaucoup de crimes, mais qui n'ont pas changé, pour faire un homme nouveau, mais qui n'ont pas changé l'homme. Et la grande faute terrible de notre époque, c'est d'avoir oublié la nature humaine. Alors, ce n'est pas la première fois, mais ça recommence. Et ça recommence, je trouve, sur une échelle très, très grande. Enfin, la prise du Capitole par la foule ne pouvait pas arriver. C'était impensable, au sens c'était impensable. Bon, le retour de la guerre de 14 dans les tranchées aux portes de l'Europe, ça ne pouvait pas arriver. Les tensions très dangereuses avec une puissance nucléaire, tout le monde pensait que ça ne pouvait pas arriver. Tout le monde continue, enfin une bonne partie de gens continuent de penser que finalement un accident ou une escalade très dangereuse ne peut pas se produire. Voilà. La guerre civile ne peut pas se produire, les guerres de religion ne peuvent plus se produire. Voilà, nous serions devenus tellement meilleurs, tellement plus intelligents que les générations précédentes, que tout cela ne peut plus nous arriver. Qui dit ça? Mais presque tout le monde, écoutez. Enfin, je veux dire, en tout cas, la société et une partie de ses élites dirigeantes. On pense c'est pas mondial, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Faut partir de l'idée qui m'est chère, vous savez, on répète toujours, l'histoire ne se répète jamais. Alors sans doute, les circonstances changent, les mentalités changent, l'état des techniques, des sociétés changent. Mais nous les hommes, nous répétons sans arrêt. Et je trouve très significatif d'avoir laissé l'histoire de côté, d'avoir fini par considérer qu'elle était inutile, elle ne servait à rien, sauf peut-être comme être un ornement de l'esprit. Dans cette époque utilitariste dans laquelle nous vivons, ça ne sert plus à rien, puisque ça n'a rien à nous dire, parce qu'elle ne recommence pas sur ce qui va nous arriver, et ça n'a rien à nous dire sur nous-mêmes. Alors que le principal intérêt de l'histoire, c'est justement qu'elle nous montre ce que nous sommes, et qui ne change pas de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Et il est significatif que nous ayons laissé tout ça de côté. C'est-à-dire que collectivement, beaucoup de gens aujourd'hui, une majorité de gens, considèrent que tout ça n'a rien à voir avec eux. Ce qui s'est passé n'a rien à voir. Nous ne sommes pas capables ni de commettre les atrocités qui ont été commises dans le passé, ni de les subir. Enfin, nous ne les subirons pas parce que personne n'est capable de commettre ça aujourd'hui, ou parce que nous sommes capables de nous défendre mieux que jamais. C'est vrai dans tous les domaines, hein. C'est vrai dans le domaine, c'est vrai dans la guerre, c'est vrai dans les éventualités de guerre civile ou de guerre de religion ou de violence physique, mais c'est vrai aussi en
en économie. Personne ne pensait qu'une crise, une crise financière dégénérant comme la crise de 29 pouvait se produire. Or, on est passé, avec la crise des sapins, à deux doigts de quelque chose de pire qu'en 1929-1930. Déjà à l'époque, quand cette crise a commencé, personne ne voulait croire qu'elle allait dégénérer à ce point, c'est-à-dire fracturer de façon désastreuse toutes les sociétés occidentales et même les sociétés du reste du monde. Mais cette angoisse, elle diffuse chez les Français, vous en parliez. Elle est liée au terrorisme, elle est liée à la guerre, elle est liée à des circonstances économiques que vous venez de citer. Elle est liée aussi à l'insécurité. Dans le premier chapitre de votre livre, vous dites « Le pire n'est jamais sûr, mais quand tous ceux qui nous maintenaient dans les formes de civilité que nous avions reconstruites après la Seconde Guerre mondiale s'effritent, il est temps de commencer à s'inquiéter. La violence se libère, elle affleure sur toute la surface de la société. » Alors évidemment, on pense aux meurtres, aux viols de femmes âgées en ce moment. Il y en a un certain nombre, aux statistiques, tout vous donne raison. Que s'est-il passé? Alors, d'abord, je crois que le signe principal, c'est la remontée de la violence physique, qu'on a nié pendant des années, voire des décennies, dont on se rend compte que une fois qu'on écarte l'illusion du pas de vague, du refus de voir de voir en face ce que devient notre société, on se rend compte qu'en réalité, la violence, elle monte depuis longtemps, mais que là, maintenant, elle monte vite. C'est un phénomène cumulatif. Et qu'il n'y a pas que les faits divers. Il y a la violence des émeutes, qui sont de plus en plus fréquentes et violentes. Les dernières qui ont eu au mois d'août l'été, avec des caractéristiques de violence très primitives, c'est-à-dire avec une violence qui est une violence épidémique, qui a entraîné dans la violence des gens qui n'avaient jamais été violents. C'était des adolescents, des gens qui n'avaient jamais été repérés par la police ou la justice comme violents, parce qu'ils n'avaient jamais commis d'actes de violence. Ça s'étend bien au-delà bien au-delà de la délinquance habituelle, bien au-delà même de la question du terrorisme, de l'islamisme. Les gilets jaunes, c'est pas l'islamisme, les bonnets rouges, c'était pas l'islamisme. Et on a vu sortir un commencement de violence animale. Le pillage, c'est aussi un signe. Donc il y a eu des pillages dans les dernières semaines, il y en a eu au moment des Gilets jaunes. Je me souviendrai toujours de cette mère de famille qu'on avait filmée sortant d'un magasin, les bras chargés de produits qu'elle avait pillés, qui avait l'air tout à fait pacifique, raisonnable. Et si on lui avait dit quelques semaines avant qu'un jour elle irait piller un magasin, je pense qu'elle vous aurait pris pour un fou, quoi. Enfin, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle allait faire ça. Voilà. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Et le pillage est quelque chose je trouve qu'il nous renseigne beaucoup sur ce dont nous sommes capables, parce que le pillage est un effet d'entraînement. C'est ce moment où la foule bascule, elle bascule en foule de pilleurs, où elle bascule en meute. Mais les meutes dans l'histoire sont composées de gens qui, avant de sombrer, de se trouver absorbés par la meute, étaient des gens normaux et qui le redeviennent après. Vous pensez que ça touche indifféremment tous les segments de la société? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, la violence se répand partout, l'agressivité se répand partout, pour des raisons à la fois différentes et en même temps avec une cause unique qui est que nous sommes des hommes et que donc, quand les barrières de la civilité, les murailles, puisque c'était l'analogie que j'avais envie de mettre en avant, quand les murailles dont on pense qu'elles ne s'effondreront pas parce qu'elles sont tellement solides, celles de l'éducation, des progrès scientifiques, de la technique, de la société, une société plus évoluée, quand ces barrières s'effritent ou s'effondrent, eh bien, il reste la sauvagerie. Voilà. Alors, ce sont des barrières qui ne suffisent pas toujours. C'est l'homme essaie par la civilisation, la culture, l'instruction, les institutions, le droit, essaye tant bien que mal de réfréner cette violence. Nous vivons une époque où nous avons cessé
de nous en préoccuper et nous avons laissé se dégrader, voire nous avons contribué à miner ces murailles. Eh ben, elles commencent à se fissurer et parfois à s'effondrer. Mais ça touche tout le monde. Voilà, et alors vous dites l'espèce d'effondrement auquel nous assistons n'a-t-il rien de comparable à ce qui s'est produit dans le passé? Alors c'est une question que vous posez, mais à laquelle je réponds. Voilà. Je réponds, bah si, c'est même étonnant. Enfin, je veux dire ça. Et encore une fois, ça. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que, comme nous n'avons pas changé, et que nos murailles de civilité, de civilisation, de culture sont en train de s'effondrer, bien une fois de plus, ça ressort. Voilà, c'est-à-dire, une fois de plus, la violence ressort de l'homme, et notamment de l'homme occidental. Alors, les autres, elle ressort aussi, mais sans doute pour des raisons différentes, auxquelles d'ailleurs nous ne sommes pas étrangers. Mais elle s'apprête à tout dévorer si on continue à l'ignorer, à en ignorer la nature et à ne rien faire au fond pour essayer d'arrêter cette spirale. Moi, je suis frappé par le fait que personne ne croit plus à la spirale. Enfin, personne ne s'inquiète de la spirale de la violence, c'est-à-dire de l'engrenage de la violence, comme personne, en tout cas chez les responsables. Les Français s'inquiètent de cet engrenage. Alors les Français, ils s'inquiètent de beaucoup de choses. Ils sont angoissés. Les gens commencent à être angoissés par tout ça, parce que tout le monde sent bien ce climat. Mais ça ne débouche sur rien. Et je ne suis pas sûr que quand ils mettent leur bulletin de vote dans l'urne, ce soit en réalité leur première motivation. Enfin, il faut voir les résultats pour comprendre que il y a chacun en s'inquiétant se replie plutôt face à l'angoisse, se replie plutôt sur son précaré de ses préoccupations personnelles, éventuellement de sa famille, de ses proches. Est-ce que ça ne porte pas quand même, par exemple, la cote de popularité dont on a parlé hier, un peu record, d'un Jordan Bardella, qui est à 28%, très au-dessus. 28%. Très au-dessus de. D'abord 28%. Alors, encore faudrait-il penser que c'est. Qu'il incarne une réponse à cette angoisse. Mais ça fait quand même que ça n'est qu'un sondage, ça ne fait que 28%. Oui, mais très loin au-dessus des autres. D'accord, mais ça veut dire, en admettant qu'on adopte cette thèse, qu'il incarne la réponse à cette question, ça veut dire quand même que 72% des gens n'en font pas leur priorité. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut ne pas voter pour le Rassemblement national, mais tout ça reste dans des... si vous faites un sondage sur êtes-vous inquiet, avez-vous peur, etc., les choses sont très différentes. Hein, mais comment se traduisent-elles après dans la société parce qu'au fond, nos responsables politiques, nos élites économiques, intellectuelles, elles ne tombent pas du ciel. Je veux dire, les sociétés ont aussi partie la politique qu'elles méritent, qu'elles ont laissé faire pendant des décennies. Si les gens qui minimisent tout ça n'avaient pas de succès, on ne les entendrait pas. Enfin, je veux dire, c'est la preuve quand même qu'ils ont un écho important. Et moi, je suis frappé par ça. Regardez, et que ça soit l'attitude par rapport à la guerre en Ukraine, que ça soit même l'attitude par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, ou dans le reste du monde, ou dans la société. Un fait divers chasse l'autre. Voilà, chacun, les émeutes du mois d'août, vous avez une partie des gens qui ont dit c'est social, vous avez une autre partie qui ont dit c'est l'immigration. À la suite de la mort de Naël. Naël, absolument, oui. Mais moi, j'ai trouvé, alors après, tout le monde s'indigne dès qu'il y a un accident, une mort, un assassinat, bon. Mais l'indignation ne fait pas une politique. L'indignation ne nous dit pas grand-chose sur ce qu'une société, sur la prise de conscience d'une société, des phénomènes auxquels elle est confrontée, et qui viennent du fond d'elle-même, hein, du très fond d'elle-même. J'ai entendu, je crois que c'était la ministre ou la secrétaire d'État qui s'occupe de ces sujets, dire il faut prendre son temps, étudier les causes et puis y remédier. Mais nous n'en sommes plus là, nous n'en sommes plus. Bien sûr, il faudra traiter les causes,
Mais ça prendra du temps et nous n'avons plus le temps. La question est à quelle nature de violence sommes-nous confrontés et comment on enraye par tous les moyens l'engrenage de la violence. Voilà. Après, nous nous occuperons des causes. Si vous pouvez réfléchir très longtemps aux causes qui font que une bonne partie des Occidentaux, des Européens consomment des stupéfiants, qui donc offrent un marché important aux trafiquants. Vous pouvez vous interroger sur les causes qui font qu'on trouve autant de trafiquants pour trafiquer. Mais là, on est confronté à une violence qui se traduit par des confrontations à la Kalachnikov dans les rues. Donc la question, c'est comment on arrête ça avant même de s'occuper des causes. Comment, enfin, là, vous savez, quand vous faites la guerre, quand on vous agresse, quand on vous attaque, vous ne commencez pas par réfléchir aux causes de la guerre. Vous auriez dû y réfléchir avant, peut-être. Hein, ça aurait même été indispensable des deux côtés, mais vous faites la guerre. Voilà, quand on se tire dessus à la Kalachnikov dans les rues, eh bien on fait la guerre à ceux qui tirent la Kalachnikov dans les rues. Et après, on s'occupe de réfléchir et de corriger, si possible, les causes qui nous ont amenés là. Mais la première chose, c'est d'arrêter cette violence. Quand des parents d'élèves rentrent dans une école pour tabasser le professeur devant sa classe parce que il n'a pas traité comme le parent le voudrait ses enfants. Avant de s'occuper des causes, il faut arrêter ça. Enfin, qu'est-ce qu'on fait-on aujourd'hui pour ça? Enfin, une urgence. Hein. Mais il y a une urgence. Urgence d'arrêter ce phénomène de violence qui, encore une fois, est quelque chose qui est de tous les temps, de toutes les sociétés, parce que c'est quelque chose qui tient à la nature du genre humain. Mais quand ça commence à sortir, il faut l'arrêter tout de suite, sinon ça dévore tout. C'est une violence qui dévore tout. Ça tient à la nature du genre humain, mais la société des années 50, par exemple, en France... Mais parce que, oui, mais c'est le même genre humain. On est d'accord, mais le genre humain ne signifie pas que, heureusement, qu'à tout instant, cette violence sort. Ce que signifie cette phrase, ça tient au genre humain, c'est qu'à tout instant, elle peut sortir et que dès lors que les murailles encore une fois, de civilité, de civilisation, de culture commencent à s'effriter ou qu'on ne les entretient pas assez, eh bien, elle sort. Donc, ce qui est frappant dans les années d'après-guerre, c'est que l'horreur des deux guerres précédentes est telle que tout le monde, au fond, s'est ingénié à essayer de canaliser cette violence. Et effectivement, la violence, la sauvagerie, la violence physique, elle a diminué. Et même la violence du monde. Alors, une des barrières a été pour le monde, au fond, la guerre froide d'abord, qui en fait a instauré un ordre international, pas souhaitable, hein, ce n'est pas la meilleure façon de le faire, mais l'équilibre de la terreur et cet affrontement entre deux camps instaurer un ordre. Voilà. C'était un ordre aussi dangereux, hein, puisqu'il pouvait, un accident, n'était pas à l'abri d'un accident. Donc la combinaison de l'horreur des guerres passées, quand même la première 20 millions de morts, la deuxième 60 millions, la première n'avait pas suffi à dégoûter pour un temps de la violence, hein, puis on a eu les années 20, 30, et puis on a fini par les 60 millions de morts, mais à force quand même... Ce sont été des guerres très violentes, mais oui. La société civile... La société civile, dans les années 30, elle est très violente. Hein, la société civile est très violente, et pendant la guerre, même pendant l'occupation, elle est très violente. Je veux dire, les gens qui dénoncent leurs voisins, en sachant très bien qu'ils peuvent les envoyer à la mort, il y a une violence de chaque camp, hein, violence légitime pour les uns, moins pour les autres, mais il y a quand même une très grande violence. C'est des sociétés qui ont accouché, on n'a pas accouché par hasard de ces 60 millions de morts, et en Allemagne, la conviction, c'est que ce n'est pas Hitler qui nazifie l'Allemagne, c'est la société allemande, après la violence qu'on lui avait fait subir aussi, qui appelle le nazisme d'une certaine façon. C'est pas,
société qui était dans un tel état qu'elle avait un besoin éperdu d'ordre et de bouc émissaire. Le nazisme lui a offert une forme d'ordre et des boucs émissaires. Ça aussi, c'est vieux comme le monde. J'y reviens toujours. Enfin, des sociétés trop divisées finissent toujours par essayer de reconstituer leur unité par la violence. Voilà. Et donc, ça, toute l'histoire de l'humanité revient sur cette vérité anthropologique et j'ai l'impression que ça recommence. Ça recommence parce que nous nions cette vérité anthropologique. Nous n'avons pas attaché assez d'importance aux fractures, aux divisions, et puis à tout ce qui nous permet, encore une fois, de canaliser tout ça. Il se trouve, il y a une sorte de miracle temporaire, hein, mais il y a eu d'autres périodes comme ça dans les 30 Glorieuses. Hein, on a créé, encore une fois, il y a eu un ordre international de la guerre froide, il y a eu un ordre international qui a permis aussi de gérer la guerre froide. On critique toujours l'ONU, mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui expliquent qu'il faut supprimer le droit de veto au Conseil de sécurité, mais le droit de veto, il a joué comme un disjoncteur. Le Conseil de sécurité a joué comme un disjoncteur. Et son rôle n'est pas négligeable dans le fait qu'il n'y a pas eu finalement d'affrontement direct entre puissances nucléaires et que la guerre froide n'a pas dégénéré en guerre mondiale, en troisième guerre mondiale. Mais c'est une période, il en va de même pour l'économie, c'est-à-dire qu'on avait mis des barrières, on avait mis des règles, des digues pour endiguer cet instinct de lucre, qui est une violence inouïe. Hein. Le capitalisme est une formidable machine de création de richesses et de création tout court. Mais si vous le laissez, toute l'histoire du monde, si vous le laissez sans barrière, sans digue, il devient d'une violence terrible, il dévore tout sur son passage jusqu'à ce qu'il provoque la révolte. Enfin, les divisions de la société française dont vous parlez, d'ailleurs, j'ai été assez surpris à la lecture de votre livre, vous parlez assez peu de l'immigration. Est-ce qu'elles ne sont pas nées, justement, en tout cas principalement pour les divisions qui nous sautent aux yeux aujourd'hui, de cette immigration incontrôlée venue d'un continent en particulier, l'Afrique? Oui, mais l'immigration incontrôlée, ça n'est qu'une pièce du puzzle. Si vous vivez dans un monde où on pense que les frontières ne servent à rien, alors tout en les sacralisant, dès qu'il y a un problème, on dit mais les frontières sont intangibles, elles sont les mêmes qui vous expliquent depuis des décennies que le monde sans frontières, c'est mieux qu'un monde avec des frontières. Bon. Mais frontières qui n'ont de sens quand elles sont enracinées profondément dans l'histoire. Ce sont les mêmes qui vous expliquent qu'il ne faut plus d'État, il ne faut plus de politique. Mais si vous n'avez plus d'État, plus de politique, plus de frontières, vous ne gérez ni les conséquences désastreuses sur nos sociétés de la mondialisation qu'on a longtemps appelée heureuse, qui pour nos sociétés a été assez malheureuse, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est le fruit direct de ça. Alors bien sûr, ça s'ajoute au reste, ça s'ajoute aux États-Unis aux rivalités ethniques, ça s'ajoute chez nous à une immigration incontrôlée. Mais comment contrôler l'immigration si vous êtes défait de tous les instruments qui permettaient à la politique d'exprimer une forme de volonté humaine dans l'histoire? Or, c'est quand même ce qui s'est passé. C'est bien joli de dire, voyez, nous, on va arrêter l'immigration, on va envoyer les gens chez eux, mais nous avons accepté, enfin, collectivement, moi je me suis toujours battu contre tout ça, mais nous avons accepté des règles qui nous empêchent de toute façon d'agir. Alors, je ne dis pas qu'en corrigeant ça suffira. Mais les conséquences... Vous pensez, les règles qui nous empêchent d'agir, vous pensez à l'Europe, j'imagine? À l'Europe, à la fois à l'Europe et puis à des règles de droit international aussi. Enfin, ouais. Vous savez, si vous regardez le regroupement familial dans les années 70... Vous voulez qu'on parle un peu d'Europe. Oui, mais c'est à cause de... Enfin, quand Giscard le fait, c'est l'application d'un principe européen et puis d'un principe qui est dans la Charte européenne des droits de l'homme,
Et quand Raymond Barre, devant la montée du chômage, décide de restreindre le regroupement familial, eh bien, son texte est annulé par le Conseil d'État au nom d'une vie familiale normale, mais qui est un principe qui venait d'ailleurs, enfin, je veux dire, qui vient de l'Europe. Quand on dépénalise l'immigration irrégulière, hein, c'est l'application d'une décision de la Cour de justice européenne, qui est reprise par la Cour de cassation, et qui rend la loi inopérante, puisque les juges ont décidé d'appliquer la loi européenne. Là, on reconnaît le souverainisme. Mais ce n'est pas du souverainisme, c'est juste que si vous voulez, le problème... On a laissé les rênes, finalement, et oui, on a les conséquences de ce que nous avons fait. Notre propre pays. Voilà, et du coup, on a laissé aussi, c'est la frustration énorme qui conduit à la crise démocratique que vit tout l'Occident, et le pays en particulier. On a laissé de côté la légitimité démocratique au nom d'une légitimité supérieure. Avant, on faisait la démocratie, on faisait le droit par la démocratie, puis petit à petit, on est arrivé à faire la démocratie par le droit. Mais d'où vient ce droit ? Ce droit, il vient des traités que nous avons signés, mais il vient surtout des jurisprudences, il vient surtout du droit qui se fabrique dans l'entre-soi des juridictions. Voilà, comme si le droit pouvait s'auto-légitimer. Mais non, le droit ne s'auto-légitime pas. Le droit a besoin de s'appuyer sur une légitimité qui lui est extérieure. Voilà, mais nous avons accepté tout ça. Et moi, je suis toujours frappé par la nature, la façon dont le débat se noue, hein, sur ces sujets. Si vous ne touchez pas, parce que encore une fois, il faut remonter en amont. Hein, c'est pour ça que ça ne sert à rien de débattre sans arrêt d'immigration si on refuse de se donner les moyens d'avoir une politique. Bon. Si vous ne touchez pas à la hiérarchie des normes, c'est-à-dire au fait que la loi française aujourd'hui est devenue à une portée inférieure aux conventions internationales, aux traités de libre-échange, aux traités et aux droits dérivés de l'Union européenne, mais ce n'est pas la peine d'en parler. Mon idée, ce n'est pas de refaire un article de journal pour être outré par ce qu'on a laissé faire en matière d'immigration. C'est plutôt d'expliquer que s'il y a des raisons d'être outré, c'est parce que nous avons fait sur l'économie, sur le droit, sur l'école, sur l'assimilation, par exemple, principe qu'on a totalement abandonné. Mais ça, c'est pas par hasard, c'est tout le monde a consenti. Voyez, on l'a abandonné en refusant de prendre en compte le nombre, la masse. Mais la masse, c'est nous qui l'avons laissé. On n'a plus Alors, d'instruments pour maîtriser. Et quand l'immigration est là, on n'essaie même plus d'assimiler. L'assimilation, c'était un principe républicain, alors qui est condamné dans tous les pays anglo-saxons, qu'un jour l'Europe condamnera, comme elle condamne presque la laïcité, que le pape lui-même a l'air de condamner. C'est un principe que la France a longtemps appliqué, qui consiste à dire, si vous voulez vivre dans notre pays, il faut que vous preniez en partage, pas seulement, il ne faut pas seulement que vous ayez un logement, un travail, mais il faut que vous preniez en partage une histoire, une culture, une civilisation, une langue, etc. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ceux qui viennent d'ailleurs vont être tout de suite identiques aux Français qui est là depuis des générations, ou aux Français qui viennent d'une zone de civilisation qui est très proche de la nôtre. Mais c'est quand même c'est un minimum. Tout ça a été laissé de côté. Quelqu'un racontait dans un de ses livres qu'il était allé visiter son l'école dans laquelle il avait été accueilli enfant immigré. Et il disait, j'étais surpris que dans le hall d'entrée, il y avait un grand panneau avec des petits portraits d'enfants, et puis une carte du monde et des flèches, je viens d'eux.
Et il dit, personne ne me demandait d'où je venais, moi, quand on me demandait juste de faire mes devoirs, d'étudier, de respecter la discipline en classe. Mais tout ça est extrêmement délétère. Et pendant des années, nous avons encouragé ou laissé faire ce genre de choses. Voilà, mais il faut regarder le problème dans son ensemble. Bien sûr. Alors justement, ce sera notre dernière question, parce que le temps file avec vous, on resterait bien plus longtemps. Vous parlez de souveraineté, vous parlez de frontières, on va démarrer la période des européennes, des élections européennes, de la campagne européenne, et vous écrivez « L'Union européenne a trahi ses pères fondateurs qui rêvaient de coopération en rasant tout ». C'est nous, hein, c'est la trahison qui rase tout. Qui rase tout, la politique agricole, la préférence communautaire, les services publics, les politiques industrielles, etc. Vous dites, jamais vu en dehors des révolutions et des régimes totalitaires une telle rage de détruire. Oui, ah oui. Maintenant. Est-ce que l'Europe n'est pas finalement responsable très largement de ce que vous décrivez? C'est vrai, mais l'Europe c'est nous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là par hasard. Après tout, moi j'ai voté non à Maastricht, mais il y a quand même une majorité de Français qui a voté oui à Maastricht. Alors on peut se plaindre de l'histoire de la Constitution européenne et du traité de Lisbonne, mais ce qu'oublie un certain nombre de gens, c'est que traité de Lisbonne ou pas, on restait à Maastricht, et que Maastricht c'est le grand basculement, et qu'il ne s'est pas fait tout seul. Voilà, le problème il est là aussi, c'est que alors beaucoup de gens ont eu peur du chaos parce qu'on leur a expliqué que c'était l'Europe ou le chaos, mais il s'est fait avec l'accord de l'immense majorité de ce qu'on pourrait appeler les élites françaises, les intellectuels, les responsables politiques, par calcul ou par conviction. Mais il n'empêche. Et alors, Henri Guénaud, donnez-nous un peu d'espoir quand même pour terminer. Est-ce que, par exemple, un référendum permettrait de faire sauter ces verrous et cette espèce de fatalité que vous décrivez très bien, que vous avez analysé? Un seul référendum n'y suffira pas. N'y suffira pas, mais d'abord, il faut remettre le référendum à l'ordre du jour. Et deuxièmement, il y a plusieurs sujets qui ne peuvent être traités, à mon avis, que par référendum. Mais il y en a un qui est plus important que les autres, c'est celui que j'évoquais, celui qui pourrait concerner la place de la loi française dans l'ordre juridique, de façon à ce que la loi française soit appliquée par nos juridictions. Alors, ça pose le problème de l'article 55 de la Constitution qui dit que les traités sont supérieurs à la loi. On a vécu pendant très longtemps sur une jurisprudence qui interprétait ce texte en disant, enfin cet article en disant, en fait c'est la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte. Donc si le traité est postérieur à la loi, c'est le traité. Si la loi est postérieure au traité, c'est la loi qui l'emporte. Bon, on a abandonné, nos juridictions ont abandonné cette jurisprudence pour la Cour de cassation en 1975, pour le Conseil d'État en 1989. Et il faut inscrire ce qu'était le principe de cette jurisprudence dans l'article 55 de la Constitution. Il faut que lorsque la loi elle est postérieure au traité, elle soit appliquée par nos juridictions. Voilà. Donc, sans qu'il y ait possibilité d'interprétation. Puisque si on fait ça, c'est une question de date. Donc le juge n'a pas de marge d'interprétation. Évidemment, ça suppose que les responsables politiques aient du discernement, qu'on ne fasse pas une loi, ce qu'on a appelé une loi écran à tout bout de champ, qu'elle serve aussi d'instrument de négociation avec nos partenaires. Mais c'est la seule façon, à mon sens, de rétablir un minimum de responsabilité politique. Au lieu de dire, la veille des élections, voilà, on va tout changer, on va tout régler, etc., et puis le lendemain dire, j'y peux rien, c'est pas moi. Ce qui conduit à une frustration, à une colère et finalement à une révolte contre la démocratie dont on n'a pas fini de voir les conséquences. Et à une abstention massive. Oui, mais ça fait partie, c'est une forme de révolte. Mais la révolte finira dans la violence et pas seulement dans l'abstention. Ça, c'est ma conviction profonde. Ça ne peut se faire que par un référendum. Et ça ne peut pas se faire par le référendum, la procédure dite de l'article 89 de la Constitution, qui oblige à passer d'abord par le Parlement. Il faut voter dans les termes identiques par les deux assemblées le texte. Très difficile. Ça ne peut se faire que par l'article 11, qui a été utilisé pour cette raison d'ailleurs
en 1962 par le général de Gaulle, qu'il a réutilisé d'ailleurs ensuite pour l'élection du président de la République au suffrage universel. Alors c'est pas un sujet, ça peut paraître technique, mais ça ne l'est pas en réalité. C'est que un certain nombre de gens pensent que c'était inconstitutionnel, qu'il faut pas, on est obligé de passer par l'article 89, mais à ce moment-là on se met entre les mains des notables hein, de la politique. Bon, ma conviction est qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut passer par l'article 11, quitte à faire comme l'a fait le général de Gaulle en 1962, à encourir la colère d'un certain nombre de gens qui vous expliquent que c'est un scandale, un coup d'État. C'est pas un coup d'État, c'est le peuple qui tranche. Voilà. Et il faut qu'un chef d'État ait le courage, il faut le dire dans la campagne, d'aller devant le peuple et dire c'est à vous de trancher une question de ce genre, c'est vous qui allez la trancher, et tant pis si ça ne plaît pas à telle ou telle juridiction, à telle ou telle instance, à tel ou tel parti, c'est vous qui allez trancher. Ce qu'a fait de Gaulle en 1962, en se faisant accuser de forfaiture par le président du Sénat, en voyant l'Assemblée renverser le gouvernement Pompidou. Ben, le général de Gaulle, il l'a fait quand même, et au lieu de dissoudre le gouvernement Pompidou que l'Assemblée avait renversé, il a dissous l'Assemblée, et ce sont les Français qui ont une deuxième fois tranché en sa faveur. Voilà, mais ce sont des murs politiques gigantesques, c'est-à-dire après, les Français sont en face de la responsabilité. Voilà, si ils trouvent Et le chef de l'État aussi. Le chef de l'État, il est en face de sa responsabilité en appelant aux Français. Alors on me dira, oui, ce qu'on a fait avec la Constitution européenne, alors c'est un autre débat qu'on ne peut pas engager maintenant, mais il n'y a pas d'autre solution sur un certain nombre de sujets que de faire trancher le peuple. C'est pas parfait, c'était une majorité, une minorité, mais il n'y a pas d'autre solution pour dépasser les carcans juridiques, institutionnels dans lesquels nous nous sommes enfermés et qui redonnerait de la responsabilité, d'abord de la responsabilité politique à la politique, enfin aux hommes politiques. Voilà, le nœud du problème, il est en partie là. Puis après, il y a tout le reste, il y a l'économie, l'école, etc. Enfin, je veux dire, on peut pas séparer tout ça. Voilà, tout est la pièce d'un puzzle. Et je trouve que j'ai suffisamment parlé de l'immigration dans ce texte, mais ce qui se passe sur ce sujet n'est qu'une des traductions de tout ce que nous avons laissé filer, abandonné, renié, affaibli pendant des décennies. Merci Henri Guénaud, merci d'être venu nous voir et pour cette longue et belle explication. Je recommande votre livre « À la 7e fois, les murailles tombèrent » aux éditions du Rocher. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site Boulevard Voltaire, bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre quotidien en ligne, le grand quotidien de la France droite et fière. C'est indispensable, c'est gratuit et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.